Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le parcours d'un militant qui a marqué l'histoire du panafricanisme. Il s'agit de Georges Padmore. Georges Padmore est un militant panafricaniste et anticolonialiste qui a marqué le mouvement panafricain des années 30. Il s'agit d'un militant surveillé pendant des années par tous les services de renseignement de son époque. De son vrai nom, Malcolm Ivan North, Georges Padmore est fils du militant trinidadien James Hubert Alfonso North. Georges Padmore a eu le mérite, avec son ami d'enfance Cyril Lionel Robert James, de stimuler l'émergence durant les années 30 d'un nouveau panafricanisme engagé dans les luttes indépendantistes et internationalistes. Son histoire avec le militantisme commence juste après sa scolarité à Trinidad, où il entame une carrière de journaliste avant de partir aux États-Unis pour étudier la médecine et le droit dans des universités américaines. Aux États-Unis, il rencontre le militant nigérian Ndondi Azikiwe, avec qui il tente de mettre en place une organisation d'étudiants africains aux États-Unis en 1927. La même année, il adhère au Parti communiste américain. 2 ans plus tard, il sera chargé de représenter ce parti à la 3e internationale, le Comintern, à Moscou. Il ne remettra plus jamais les pieds aux États-Unis. Après avoir occupé le poste de directeur du bureau nègre du Comintern, Padmore quitte Moscou pour s'installer à Hambourg, en Allemagne. Ensuite, nous dit Hamzat Boukari Yabara, Padmore va progressivement incarner l'histoire intellectuelle et secrète des mouvements syndicalistes, anticolonialistes, internationalistes et panafricanistes des années 30 jusqu'à la fin des années 1950. Pour revenir sur l'histoire de ce militant important qui a marqué le mouvement panafricaniste, avec moi aujourd'hui dans les studios des Fleria FM, Mezhoura Lahiani, Samuel Akizimana et Issouf Abdallah. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Mzora, c'est un militant un petit peu particulier. Oui. Il a connu les grands noms et les grandes personnalités qui ont marqué le panafricanisme. Je pense à Dubois, Garvey, mais aussi Nkrumah. Mais on dit cependant, au contraire de ces 3 géants du panafricanisme, Padmore est resté dans l'ombre. Il ne fut ni universitaire mondialement connu, comme Dubois, ni leader d'un mouvement populaire comme Garvey, ni chef d'État comme Nkrumah. Oui, effectivement. Malcolm Ivan Meredith Nurse, donc on appelle Georges Padmore, c'est une figure de l'histoire du panafricanisme, militantisme anticolonial méconnu. En fait, on peut dire c'est un oublié de l'histoire. On en parle peu de lui, malgré qu'il a influencé tous ces mouvements. Il était présent à côté de ces géants aussi. Et c'était un journaliste, un activiste, un théoricien, un politicien. Et il a étudié aux États-Unis. Comme vous avez dit à l'introduction, il a représenté le bureau des nègres à Moscou. Il soutenait le commentaire. Et aussi, Georges Padmore, c'est une personne qui était influente, qui savait en fait diriger tous ces mouvements, mais il faisait tout
derrière les coulisses. Donc, c'était pas la personne qui se montrait au devant de la Il scène. ne se mettait pas en avant. Mais Il se mettait pas en avant, mais aussi c'était une personne que tous les services secrets s'intéressaient à lui et le surveillaient pas à pas. Il est considéré comme un cerveau. Donc, entre 1920, pendant 20 ans, Issouf. Oui, justement. Donc, Georges Padmore, c'est vraiment une personne qui luttait beaucoup pour les mouvements panafricanistes, comme ce que vous venez de dire au niveau de l'introduction. Mais c'est une personne qui est méconnue. Il n'est pas tellement connu comme Nkrumah, comme Webb Dubois et autres. Mais c'est une personne qui est au cerveau du mouvement du panafricanisme dans les années 1910. Entre 1930 notamment, à partir 1930, de 27, voilà. 1930, oui. Et puis c'est une personne qui a aussi établi beaucoup des initiatives qui sont là pour aider le mouvement du panafricanisme. Comme ce que vous venez de dire, il a étudié, il a étudié le journalisme lorsqu'il a eu le visa, il est parti étudier les droits, le journalisme, et il est parti étudier la médecine dans les universités noires américaines. Et puis dès lors son arrivée aux États-Unis, il a eu une influence énorme parce qu'il a essayé de côtoyer tous les noirs africains qui sont là-bas pour essayer de les unir et de créer des organisations. Il a d'ailleurs créé l'organisation avec le soutien de son ami James. Ils ont créé une organisation d'étudiants en 1927 avec la collaboration d'un certain panafricaniste appelé Nyambi aussi, qui est du Nigeria. Oui, oui. Donc ils ont rassemblé tous les étudiants noirs africains qui sont là-bas pour créer cette organisation, pour dénoncer l'impérialisme et pour dénoncer la discrimination auquel ils ont été victimes. Et à part ça, il a créé aussi une organisation des intellectuels et des travailleurs qui sont là-bas aux États-Unis. Padmore, c'est une personne qui incarne l'histoire intellectuelle et secrète des mouvements syndicalistes anticoloniaux. Donc, ces rêves qu'il a pour dénoncer l'impérialisme et le colonialisme, il essaye de les propager à travers ses camarades lorsqu'il était étudiant. Et cela n'a pas arrêté. Lorsqu'il a même entamé sa carrière professionnelle, il a vraiment fait pour unir, pour partager ses rêves qu'il a avec certains leaders comme Garvey. Effectivement, parce que moi, en découvrant ce personnage, tout le monde revient sur ça Samuel Kizimana. En disant il est méconnu. En fait, c'est là où est la richesse du personnage en réalité. Parce qu'en regardant son parcours, moi j'ai été émerveillé. En fait, c'est une personne qui a travaillé dans l'ombre, mais qui connaissait le fonctionnement des grandes puissances. Parce que si on retrace le parcours, aux États-Unis, il était là-bas. Dans l'Union soviétique, il était là-bas. Parce que si on retrace, déjà avant de commencer, moi je voulais profiter à travers une de ces citations qui m'inspire beaucoup en regardant le personnage. C'est là où on reconnaît même à travers Kwame Nkrumah, on reconnaît qu'il était derrière Kwame Nkrumah. Quand par exemple il dit à travers une de ces citations en disant l'unité du continent africain doit être fondée sur la reconnaissance du destin commun de ce peuple, enraciné dans leur lutte pour la liberté et orienté vers leur émancipation de toute forme ou de toute domination étrangère. Et maintenant, si on regarde déjà, c'est pour ça ce personnage, il a été poursuivi par des services secrets et c'est normal. Et si on regarde, c'est là où moi je vais retracer un peu son parcours quand on parle par exemple de son activisme communiste de 1920 à 1930. Où il était très actif au niveau de Moscou, des États-Unis d'abord, des États-Unis, et puis à travers l'International Communist à Moscou. Oui. Donc on regarde déjà dès le départ, il était activiste à travers ces périodes-là. Et il continue où il va arriver à un moment où il va avoir la rupture avec le communisme dans les années 1934, lorsque l'Union soviétique avait décidé de minimiser son soutien du mouvement anticoloniaux. Lui, il parlait d'une position ambiguë de Moscou vis-à-vis à l'égard du colonialisme français et britannique. Voilà ce qui a changé le cours des événements au sein de ce petit mouvement qui commençait à émerger
à Hambourg, parce qu'en 1931, on doit le souligner, il organise, donc Padmore organise le premier congrès international des travailleurs noirs. Et autour de ce mouvement, il va y avoir une inspiration donc à renouveler la vision panafricaine. Samuel. Exactement, et ça va continuer toujours avec son parcours. Maintenant, ça arrive sur la partie de son parcours que j'aime le plus, à travers 1940 et 1950, où il devient maintenant un fervent militant du panafricanisme et anticolonialisme. Avant d'arriver à 1940, il y a quand même, parce que vous avez bien souligné au début, c'est quelqu'un qui a connu les grands, connus et vécu en même temps, donc les grands bouleversements du monde, parce qu'à Hambourg, il va assister à la montée du nazisme. Et c'est comme ça qu'il va quitter d'ailleurs. Il va quitter l'Allemagne. Il a été surveillé par la police politique d'Hitler à l'époque. Et puis il quitte en 1933, c'est-à-dire avec la désignation d'Hitler en tant que chancelier allemand. Il quitte l'Allemagne pour l'Angleterre. Mais dès qu'il arrive en Angleterre, donc notre puissance, il sera surveillé dès son arrivée déjà en Angleterre. Oui, effectivement. Après ça, déjà, quand il quitte vers Londres, c'est là où il a commencé une toute nouvelle aventure. Oui. Après, il a commencé aussi avec la rencontre de son ami d'enfance, James Cecil. Oui. C'est là où il a fondé, le fondateur de l'organisation. Et c'est là aussi qu'ils ont recommencé à travailler ensemble, en fait, pour lutter pour les droits des travailleurs noirs, pour les droits des Africains. Les droits des ouvriers, des paysans africains d'une manière générale. Oui, et des afro-descendants. C'est à partir de là qu'ils commencent réellement, après la rupture avec le communisme, en 1934. Oui, effectivement. Donc il a commencé une nouvelle aventure carrément. Issouf? Oui, justement, moi, ce qui me marque beaucoup chez lui, c'est une personne qui est vraiment engagée. Partout là où il va, il a des initiatives communes, des initiatives qui vont vers l'intérêt du panafricanisme. Et lorsqu'il a rencontré son ami d'enfance, James, qui avait aussi publié un livre... Cyril Robert. Oui, qui avait publié aussi un livre pour la lutte des Noirs. Ce livre intitulé A Story of Negro Revolt. Donc, James, il a publié, si vous me permettez, je vais ouvrir juste une parenthèse pour présenter en quelques mots parce que c'est un personnage très très important également. Il a joué un rôle dans l'histoire du Panama. Donc, James Cyril Lionel Robert est un théoricien de la Révolution, un critique trotskiste, donc il fait partie de la 4e et non pas la 3e internationale, donc un anti-stalinien et un critique hegelianiste et marxiste en même temps. Il est analyste littéraire et sportif également. Voilà, donc un petit peu quelques... Oui, et si je peux ajouter quelque chose aussi, voilà. Avec son ami James, ils ont fondé beaucoup de choses. Oui. Quand il a rejoint l'International African Service Bureau, c'est l'organisation qui était fondée par son ami. Il a collaboré avec des figures comme l'empereur de l'Éthiopie et aussi Jomo Kenyatta. Oui, Ali Selassie et Jomo Kenyatta. Et il a cofondé aussi l'International African Friends of Abyssinia. C'était l'organisation qui soutient l'Éthiopie. Donc déjà, son ami, il a publié déjà 2 ouvrages par rapport à l'invasion italienne en Éthiopie. C'était un engagement qui était tournant pour la lutte de tous les Africains. C'est un exemple à montrer pour tous les Africains qui ont soutenu l'Éthiopie à ce moment-là. Oui, parce que si on regarde très bien, c'est ça qui m'intéresse avec lui. Cette rencontre entre James et Padmore et Georges. C'était une belle rencontre. Parce que c'était son ami d'enfance. C'était son ami d'enfance et puis ils ont les mêmes visions parce que toutes les organisations qu'ils ont créées, ils se sont collaborés pour créer toutes ces organisations. Ils ont créé l'organisation pour les travailleurs que vous venez de citer parce que les travailleurs aux États-Unis et ailleurs, la façon dont ils ont constaté que la façon dont ils sont traités, c'est pas de la même façon que les autres. Donc les travailleurs qui souffrent dans les sentiers et les travailleurs qui sont de l'autre côté. Donc, ils ont jugé utile de s'unir et c'est ça le but de Padmore.
Donc ils ont essayé de les rassembler pour créer cette organisation. C'est d'ailleurs en ce moment qu'il a organisé le premier congrès international des travailleurs noirs, pas de mort, avec le soutien de James. Mais ils partageaient la même conviction, celle de refonder le panafricanisme, je pense. Oui, effectivement, parce que c'est là où, si on regarde très bien à travers son parcours déjà, on va comprendre que c'est une personne qui a grandi dans ces empires-là. Parce que si on regarde déjà son parcours, il est passé aux États-Unis, il est passé à Moscou, en Angleterre, etc. C'est-à-dire qu'il a eu une vision globale. À travers ce qu'il a appris, à travers ces situations, il a voulu apporter on peut dire pour une population qui était un peu marginalisée à l'époque, on peut dire, parce qu'il voulait apporter quelque chose de nouveau. C'est pour ça la rencontre avec une personne qui partageait les mêmes visions, ça a fait qu'il y ait eu l'éclosion. Parce que en regardant même à travers cette rencontre avec James, etc., si on avance, on va voir que ça va permettre aussi qu'il y ait des rencontres avec certaines figures qui est emblématique de l'époque, notamment avec Dubois, avec le Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta et les autres. Parce que si on regarde à l'époque même de leur rencontre, on peut parler déjà, Kwame Nkrumah à l'époque, il n'était pas encore président du Ghana. Il était encore jeune étudiant. Il était encore jeune. Même Jomo Kenyatta à l'époque, ils étaient encore. C'est-à-dire qu'ils ont fait de cette rencontre, ils ont tissé ces liens et bâti ces idéologies-là pour atteindre ce panafricanisme. Parce que leur combat était basé sur ça. Parce que si on regarde à travers ces. Et puis ils ont adopté une démarche un petit peu internationaliste, certes, mais plus large. Parce que leur mot d'ordre, c'est renverser l'impérialisme et le racisme. On ne se limite plus au problème des colonies, c'est-à-dire on pose le problème sur le plan vraiment international. Oui, effectivement. Déjà, il était un intellectuel brillant et un organisateur, en fait, un penseur stratégique. Donc, il faisait pas au par hasard. C'est pas déjà au par hasard qu'on le surveillait par les services secrets de tous les États. Parce que c'est un fin organisateur. À Hambourg, il crée une petite ligue des ouvriers africains. Et puis, quand il arrive à Londres avec son ami, il va créer un autre comité de la défense des ouvriers africains en Angleterre. Et à chaque fois, et puis c'est quelqu'un qui a visité toute l'Europe, les grandes capitales, parce que, et d'ailleurs, je tiens à vous dire, on dit que les voyages ont forgé en lui cet esprit critique très très important. Exactement. C'est parce que c'est ça qui est important en fait. Ça dit que moi je dirais il créait un réseau. Si on regarde à travers cette il a créé un réseau. C'est-à-dire que c'est comme si, moi, en regardant, c'est pour ça, c'est un personnage qui m'intrigue pas trop, parce que je vois que il était comme un certain professeur qui transmettait certaines idéologies à certaines personnes qui partageaient la même vision. Parce que si on regarde à travers son parcours de Moscou à Londres, jusqu'à arriver à certaines rencontres avec certains futurs leaders qui seront des présidents après les indépendances, etc., et surtout, on voit que c'est une personne qui avait cette philosophie du panafricanisme qui était poussée. En partageant, par exemple, une autre citation qui m'a tenu à cœur, où il a, par exemple, dit « L'Afrique, pour les Africains, qu'ils soient chez eux ou à l'étranger, doit rester le principe fondamental du panafricanisme. » C'est-à-dire que c'est une personne, si on regarde même à travers ses déplacements, on regarde que ce n'était pas juste des déplacements anodins. Non, c'était des déplacements très stratégiques. À travers ces déplacements, il laissait toujours des graines. Il y avait toujours quelque chose qui n'était pas. Non, parce que pour lui, l'Afrique, c'est pas simplement un continent, un territoire. Plus que cela, c'est aussi des valeurs, donc des valeurs qu'on partage un peu partout dans le monde. C'est ça la force de sa vision. Hein. Oui, bien sûr, parce que à travers ce qu'il fait pendant ses voyages, partout là où il visitait, on constate que c'est une personne qui luttait pour ses valeurs, parce qu'il est né les gens là et puis à travers les initiatives qui sont stratégiques d'ailleurs, comme ce que Samuel vient de dire. Donc on constate que c'est une personne vraiment qui préserve toutes ces valeurs africaines qu'on a. Et puis c'est une personne qui encourage vraiment l'unité des Africains, même s'ils ne sont pas chez eux en Afrique, même s'ils sont à l'extérieur. Donc ils doivent être toujours unis pour créer des initiatives et pour dénoncer l'impérialisme et le racisme. Et c'était ça, sa lutte essentielle. C'était une personne aussi qui savait faire
apporter ses idéaux à la réalité politique. Et aussi, il a su faire évoluer ses idées. Tout dépend de ce qui se passe, en fait, de l'actualité, de ce qu'il vivait. Donc, il était toujours avec au diapason. Donc, il observait, il était un fin observateur des grands bouleversements qui traversaient le monde à l'époque. C'est-à-dire, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale pleinement. Et puis, les conséquences de cette Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre froide. Et nous allons voir là, dans une autre émission son rôle justement dans le congrès de 1945. Et là, on comprend qu'il avait bien saisi comment les grandes puissances vont détruire les colonies. Oui, déjà si on voit comment il était avec le communisme, dès qu'il découvre qu'il a des limites et qu'il ne protège pas vraiment, et ça ne va pas avec les intérêts des panafricains, il fait la rupture avec et puis... Il a évoqué les limites d'ailleurs, oui, sans concession. C'est une critique acerbe concernant les limites de l'idéologie de gauche et de la praxis de la révolution mondiale et l'incapacité des appareils communistes à penser la question raciale et coloniale. C'est ça la principale. Quand il quitte le Comintern et il quitte le Parti communiste en 1934, il avait émis des critiques vis-à-vis de ces appareils qui étaient des appareils bureaucratiques qui ne défendaient pas réellement les intérêts des Africains. C'était les Africains, c'est pour ça qu'on va revenir sur sa participation active, parce que cet homme de normes, parce qu'on connaît le congrès de 1945, on les connaît grâce à certains personnages comme Nkrumah et les autres, mais on va se rendre compte qu'il était un faveur défenseur. C'est lui l'organisateur, nous allons le voir, Exactement. Donc à la prochaine émission, nous allons voir le rôle qu'il a joué. C'est lui l'organisateur, c'est-à-dire l'organisateur sur le plan matériel, mais aussi sur le plan idéologique. Parce qu'il fallait ce congrès pour justement faire face à l'idéologie nouvelle qui va gérer le monde entre l'Est et l'Ouest. C'est qui va aboutir, parce que si on sait déjà, même juste pour dire déjà, même si on ne va pas entrer en détail sur le congrès de 1945, on sait que c'était ouvertement ils demandaient l'indépendance des colonies africaines, c'est-à-dire que c'était là, ils étaient prêts en disant maintenant nous venons l'indépendance. Ce qui montre encore ce côté-là. On peut voir en disant à travers son parcours, parce qu'on peut dire aussi c'était, moi je peux dire c'était l'ami des leaders qui sont nés de l'Afrique après. Parce que si on parle, par exemple, dans ces rencontres où on a vu Kwame Nkrumah qui finit par être le premier président du Ghana, avec Kenyatta qui est le premier président du Kenya. Si on regarde avec certaines rencontres, comme avec certaines figures panafricanistes, quand on revient toujours avec Webb Dubois, etc., on voit qu'à travers ces rencontres, c'est là où on va voir même que à travers son parcours, il va devenir même le conseiller du premier président du Ghana, qui est Kwame Nkrumah. Ce qui est encore plus incroyable. C'est-à-dire que c'était une personne qui agissait, mais qui ne se mettait pas en avant. C'est-à-dire que c'était l'ombre de l'ombre. Ce qui a encore attisé maintenant plus de menaces sur lui. Parce que par après, on va voir qu'il va être recherché par tous les services secrets du monde. Parce qu'il était la menace à abattre. Dès le début, il était recherché par tous les services secrets. Et moi, je dirais que Padmore, c'est une personne en fait stratégique qui a su aussi. Il a compris que il ne suffit pas cet engagement intellectuel pour libérer les nations africaines, mais aussi l'engagement politique. Il faut les suivre avec toutes les actions. C'était pas un intellectuel qui cherchait le confort. C'est-à-dire, il ne faisait pas des discours pour faire des discours. Mais c'est un homme du terrain, un véritable activiste. Et puis un visionnaire, parce qu'il voulait faire quelque chose réellement pour le continent africain. Oui, justement, si on remarque son parcours, c'est une personne qui agit dans l'ombre, c'est une personne qui n'est pas vraiment là pour faire des discours simples, c'est une personne qui fait des actions concrètes. Et c'est là, moi je pense que c'est ça le panafricanisme. Dans le mouvement panafricaniste, il faut vraiment faire des actions concrètes. Et puis, Padmore doit être vraiment un exemple concret pour nous. Son ami James était un excellent orateur, que lui. Donc, si vous voulez, ils se sont répartis les tâches. Ils se complétaient. Ah oui, se complétaient vraiment. Ce sont des intellectuels qui sont très intelligents. Il a étudié le journalisme, donc il connaît toutes les
toutes les Et l'autre, positions. c'est un grand autodidacte, James. C'est ça le... Et Padmore, il est médecin en même temps. Moi, je dirais que c'est ça qu'il nous faut. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de prendre des actions concrètes, c'est de prendre des positions qui sont bénéfiques pour notre continent, qui sont des positions qui vont servir pour les futures, comment dirais-je, décisions du panafricanisme. Moi, je dirais une de ces Samuel, phrases oui. qui est tirée de ses livres, où il a dit les impérialistes sont très ingénieux. Ils utiliseront tous les moyens pour atteindre leurs objectifs, tout en sachant comment exploiter les faiblesses de leurs opposants. C'est cette technique même qui les rend si redoutables. Donc, c'est une personne qui savait où il mettait les pieds. Et il savait ce qu'il avait comme vision et il n'a pas abandonné. Il a réussi à atteindre ses objectifs. Et c'est quelqu'un qui croyait, Mzora, qu'on ne peut libérer l'Afrique que par le travail. Oui, effectivement. Il a compris ça et c'est parmi les figures que normalement tous les Africains doivent connaître. Et aujourd'hui, on va faire revivre cette histoire-là à travers notre émission. Et je dirais que Georges Padmore, c'est cette figure panafricaine qui a su travailler dans l'ombre, mais mettre en lumière tous ces congrès et toutes ces actions panafricaines. Merci Mzoura Lahyani, merci Abdullah Issouf et merci Samuel Akizimana. Je remercie également nos auditeurs, les auditeurs d'Ifriqiya FM. À très bientôt.